Bonjour, merci de nous retrouver pour cette dernière émission spéciale en direct de la cour jardin de Rougerie Tangram, ici à Marseille, et en marge du congrès mondial de la nature de l'UICN, évidemment, qui se tient au Parc Chano jusqu'au 11 septembre. Donc, ravi d'être ici à nouveau pour ce plateau 5, cette dernière séquence où on va parler évidemment toujours de biodiversité, mais de biodiversité inspirante, notamment pour repenser notre propre biotope, notre propre habitat à nous d'espèces, qui s'appellent souvent des villes, des territoires, mais on parlera aussi d'observation sous-marine en très haute profondeur, parce que, comme on l'a rappelé sur le plateau d'avant, tout démarre de la connaissance, d'une meilleure connaissance de la vie qui nous entoure, pour voir comment s'en inspirer et pour l'appliquer à nos activités humaines. Donc ravi pour ce dernier plateau d'être encore et toujours en très bonne compagnie, avec sur ma droite Olivier Bocquet, qui joue à domicile ici chez Rougerie Tangram, architecte et directeur du Lab Rougerie Tangram. Merci Olivier. Merci Alain, très heureux. À côté de toi, Christian Tamburini, du MIO, chercheur, scientifique, avec qui vous avez un certain nombre de projets en collaboration, et on va notamment parler de robots et d'exploration sous-marine. Merci Christian d'être là. Merci à vous. On y arrive tout de suite. Ensuite, à ma gauche, Julien Dalle de Seaboost, qui vient juste d'à côté, en Occitanie, mais qui a des expérimentations en cours ici, notamment du côté de la calanque de Cortiou, si je ne dis pas de bêtises. C'est ça, merci pour l'invitation. Merci Julien. À ta gauche, Guillaume Sed, directeur de l'agence Ogic Méditerranée. Ogic nous a fait le plaisir, là aussi, de nous donner un coup de pouce. On a parlé de coup de pouce tout à l'heure avec Solène, sur la réalisation de la fresque galerie du biomimétisme, 51 mètres installée au Parc Chano, qui retrace à travers 49 histoires d'innovation bio-inspirée, 3,8 milliards d'années d'existence de la vie sur Terre. Donc merci Ogic, merci Guillaume d'être là. Merci Alain, bonjour à tous. Écoutez, c'est un grand plaisir pour nous d'être présents sur ce plateau et aborder ces sujets qui nous passionnent. Merci beaucoup. Et Clémentine Marie, on va continuer à plonger, à être en immersion. Vous êtes apnéiste, entre autres, mais également fondatrice de L'air de rien. C'est très drôle pour une apnéiste. Et il se trouve que vous avez apporté... disons une contribution à la fois artistique et sous-marine au projet Bâti-Riff et Bâti-Bot. J'ai bon, Christian ? Parfait. Merci. Merci Clémentine. Merci Alain. On continue à être subjugué par les apnéistes, parce que vous descendez à 37 mètres. Record de France ? Non, c'est pas le record de France, mais c'était médaille d'or au championnat de France cette année. Ouais. Ah zut, c'est tout ? On ira chercher le record de France là. Ah d'accord, médaille d'or, bravo. On est en poids constant, sans palme. Bravo. Et on en parlera tout à l'heure. On va, comme d'habitude, essayer d'avoir une conversation entre nous. Mais, et en plus... et tout à l'heure, Clémentine, merci, vous céderez votre place une fois qu'on aura discuté avec nos amis Olivier et Christian du projet auquel vous vous êtes associés. Vous laisserez votre place tout à l'heure à l'incontournable Nicolas Vernutello de In Situ Architecture, qui est là et qui nous rejoint donc dans quelques minutes. Donc on démarre avec vous, Olivier et Christian, pour parler de votre collaboration et pour parler aussi de la façon dont la bio-inspiration, le biomimétisme vous interpelle et vous interroge sur notre relation au vivant et les enseignements qu'on peut en tirer. Et comme on l'a rappelé tout à l'heure, ça démarre par de l'observation. Et je ne sais pas si on commence avec toi, Olivier, ou avec toi, Christian. Peut-être, Olivier, pour nous rappeler un petit peu la genèse de ce projet et en quoi la bio-inspiration fait partie de ton quotidien engagé, compagnon de route du biomimétisme depuis quelques années. Merci Alain. Ouais, effectivement, pour démarrer et parler de ce projet Bâti-Bot, Bâti-Riff, tout a commencé il y a quelques années sur l'intérêt qu'on portait sur la bioluminescence et donc sur l'éclairage des villes, de l'architecture et comme l'éclairage en général qui est un des facteurs de consommation énergétique assez important. On s'est intéressé à la bioluminescence et donc je me suis tourné, n'y connaissant rien, très rapidement vers
très rapidement et par hasard vers Christian, qui est un spécialiste dans le domaine. Et en fait, je vais mettre peut-être une première image. On va montrer quelques images, effectivement, et on aura aussi quelques extraits vidéo. Et on va même tenter une presque première mondiale, en tout cas une première mondiale à Biomime Expo. C'est qu'on va manipuler avec Christian le Batibot tout à l'heure. Voilà, juste pour dire que ça a démarré donc sur notre rencontre sur les questions de bioluminescence, où on a passé une thèse ensemble, enfin pas nous exactement, Lisa Tané a passé son doctorat, on a travaillé ensemble là-dessus, on a fait divers prototypes dont vous avez une image sous les yeux là à l'écran, et il y a un brevet qui a été déposé récemment, il y a plusieurs articles scientifiques qui ont été publiés, et nous, ce qui nous intéresse, c'est de voir dans quel cadre on peut transposer ces connaissances-là et cette lumière-là à notre quotidien, savoir à l'architecture et aux villes. Mais avant que cette rencontre ne se fasse et que ce projet démarre, il y a eu... Attends, juste un petit instant, je voulais revenir à celle-ci. Peut-être la genèse avant même la bioluminescence. Et là, je vais passer la parole à Christian, parce que cette question de la bioluminescence est née dans un projet plus vaste, extrêmement vaste, un projet scientifique sur le site d'Antares au large de Toulon, dont Christian va vous expliquer les fondements. Je vais essayer d'être bref, parce que c'est un projet qui a duré quelques années, enfin qui dure depuis quelques années. Mais je suis ravi que Bruno David précédemment ait parlé de ventilation méditerranéenne, parce qu'en fait la bioluminescence, on la connaît depuis longtemps, depuis Aristote. Mais par contre, l'importance que pouvait avoir la bioluminescence en milieu profond, on l'a nous découvert en tout cas en 2010, en utilisant un télescope à neutrinos qui est mis au large de Toulon, environ à 40 km de Toulon, à 2400 mètres de profondeur, une sorte de bloom bioluminescent éblouissait pendant quelques semaines le télescope à neutrinos. Et donc on s'est mis à étudier ce phénomène, et on a isolé une souche de bactéries. Mais découvert par hasard, C'est comme ça qu'on avance en recherche. Oui, certainement. Mais... Alors oui, il y avait à la fois un peu de hasard, parce que clairement le télescope, s'ils l'ont mis là, il voulait être dans le noir le plus complet. Donc ça n'a pas été tout à fait le cas. Il y avait donc parfois des événements bioluminescents. Ce qui permettait d'utiliser le télescope finalement très correctement. Mais nous, du coup, ça nous a intéressés, parce qu'on n'imaginait pas qu'il pouvait avoir une telle lumière à une telle intensité au fond. Donc on a commencé à travailler là-dessus, et depuis, donc, on essaie de mettre un observatoire marin profond à 2400 mètres de profondeur, en utilisant cette infrastructure, puisqu'on peut avoir énergie ramené par un câble donc de 40 km qui arrive de la Terre. On a une connexion en direct, et donc tout à l'heure je tenterai, alors pas une connexion sur le télescope, puisque là Batibot n'est pas encore à l'eau, il sera mis à l'eau qu'en janvier 2022, mais par contre dans les bassins d'essai de Brégaillon, là où on recevra les données quand la mission aura lieu en janvier 2022. Mais donc juste pour finir, ce phénomène de bioluminescence, en fait, on s'est rendu compte qu'il a été lié à un phénomène de convection profonde. Donc la raison pour laquelle on met Batibot à cet endroit-là, c'est qu'on sait qu'on va avoir à un moment donné... Convection profonde ? Oui, tout à l'heure on parlait de ventilation de la Méditerranée. Donc c'est-à-dire ce sont par des phénomènes de d'hiver avec de vents forts et des hivers secs, on a les eaux de surface qui vont devenir plus denses, et qui vont plonger. Alors, vont plonger de manière plus ou moins profonde, et elles peuvent atteindre les 2400 mètres de profondeur, ce qui permet de ramener des eaux de surface chargées en oxygène vers le fond pour les réoxygéner. La ventilation dont parlait Bruno David tout à l'heure. Exactement. Et donc, du coup, Batibot, plus la ligne Albatros qu'on a mis, qui est une ligne qui fait de la profondeur de 500 mètres jusqu'à 2500 mètres. Donc, en liant ces deux systèmes, on va avoir un observatoire que l'on veut le plus pérenne possible sur 5 à 10 ans, parce qu'on a besoin de temps pour acquérir des données.
Et c'est comme ça qu'on va faire un observatoire, une sentinelle du milieu profond, sachant que, comme tu l'as dit tout à l'heure, on connaît moins de choses sur le milieu profond que ce qu'on peut connaître, par exemple, sur la Lune. Moins d'articles scientifiques, quand même, je veux le rappeler, parce que le milieu profond est un domaine... Est un milieu extrême, d'abord ? Un milieu extrême, un milieu méconnu. L'océan est profond. La profondeur moyenne des océans, c'est 3800 mètres. Donc, n'oublions pas que la surface que l'on voit, la profondeur, l'océan est profond, et l'océan est plongé dans le noir absolu la plupart du temps, puisque 80% des océans... À partir de combien de mètres En gros, à partir de 200 mètres, on commence à être dans un clair-obscur. Et après, ce qu'on appelle la zone 200-1000 mètres, la zone mésopélagique, la Twilight Zone, les Américains l'appellent, en référence notamment à une zone où on ne sait pas ce qui se passe, par manque d'informations scientifiques. Pour répondre aussi à une des questions posées tout à l'heure, oui, on a encore besoin d'engranger des données scientifiques, et après, en dessous de 1000 mètres jusqu'à 4000 mètres de profondeur, on va parler de milieu profond, milieu bâti-pélagique. Ok. Olivier, tu veux peut-être reprendre la main. Quelle est la contribution de l'architecte ? Absolument. Donc pendant que Lisa, j'allais dire qu'on a fait cette thèse, mais je ne veux pas m'approprier son travail. On a fait différents projets d'architecture qui se limitaient pas à la connaissance scientifique, mais qui étaient pour nous une source de connaissances incroyable pour pouvoir proposer un nouveau rapport à la mer, pour pouvoir proposer de nouvelles formes d'architecture, et en fait à la fois d'avoir une meilleure connaissance de la mer et de ce milieu extrême, de ce milieu profond, également des enjeux littoraux. Ça nous amenait à nous poser des questions à la fois très simples, qui peuvent paraître évidentes a posteriori, mais qui n'étaient pas pour moi en 2015 ou en 2016, sur les questions d'économie de matière, d'économie d'énergie, sur les questions de cercle vertueux, d'utiliser les déchets comme des ressources pour pouvoir dépolluer ou pour pouvoir ventiler naturellement. Et donc sur la base de ce socle scientifique costaud, et sur la base de l'imaginaire de l'univers de Jacques Rougerie, donc de ces maisons sous-marines ou de ces sentinelles, Christian parlait de sentinelles que peut être Sea Orbiter, un mix s'est passé entre cet univers et le socle scientifique, où on a produit un certain nombre de projets, dont Biolume Reef, qui est un récif artificiel qui posait à l'époque la question de l'herbier de Posidonie, et notamment de son arrachage par les ancres des bateaux, des plaisanciers petits et grands, mais aussi d'autres enjeux, d'autres problématiques comme la pollution des eaux. Et on a proposé ce projet-là, qui a reçu un prix à la Fondation Rougerie, et pour lequel on proposait, au-delà des inspirations biomimétiques, une manière une proposition de lier l'homme et son environnement marin de façon peut-être différente, pour pouvoir lier ça à la culture, aux arts. Et on a finalement, ce qu'on voit à l'écran, c'est une paroi qui est la plus fine possible, qui permet de mettre en connexion. Alors on voit, j'espère assez bien, les petits bonhommes qui font de la musique, de la peinture, etc., qui possèdent des fenêtres d'observation sur le monde marin, et par réciprocité, en espérant que les poissons viennent aussi nous observer et se poser quelques questions sur qui fait là au milieu. S'inspirer du vivant et inspirer le vivant, peut-être. Pourquoi pas. En tout cas, proposer une forme de reconnexion un peu différente, de sensibilisation, d'accueil. On en a beaucoup parlé depuis le début de la journée, mais ce sont des thématiques qui nous tiennent aussi énormément à cœur. Et donc ce projet a reçu, je le disais, un prix à la Fondation Rougerie, et donc ça nous a mis le pied à l'étrier sur un autre projet qu'on vient d'évoquer. Et donc je vais peut-être repasser la main à Christian, puisqu'il en est le grand instigateur. On aperçoit déjà les deux morceaux du projet, d'une certaine manière. Exactement. Donc sur l'image du haut, on voit ce qui a été imaginé par Olivier, et on voit le résultat. Ah non, on voit pas Bâti-Riff en bas, pardon, je voyais mal l'écran. Donc on voit Bâtibot et Bâti-Riff en image de synthèse, mais on verra des images un peu plus tard. Et effectivement, l'idée de Bâtibot, c'est de voir et de comprendre dans l'obscurité, parce que je l'ai déjà dit, on est donc dans la totale obscurité. Bâtibot a des phares
pour se déplacer, mais surtout on va essayer d'impacter le moins possible le milieu. Et donc on s'éclairera aussi en différentes couleurs, notamment dans le rouge, pour éviter de perturber les animaux qui pourraient venir visiter Batirif, se nicher dans Batirif, donc ce colonisateur qui a été inspiré. Et l'idée du socle, c'est aussi pour pouvoir se déplacer sans perturber et agiter l'environnement proche, hein, c'est ça ? Pas uniquement. Alors non, pas tout à fait. Alors Batibot va aller, quand je ferai la démonstration tout à l'heure, vous allez voir, c'est pas super impressionnant parce que Batibot va pas très vite. C'est voulu, c'est parce que on veut justement éviter de perturber le milieu. Alors Batirif a trois intérêts principaux. Premièrement, lui faire prendre un peu de hauteur. Parce que 1,50 m, ce sont des eaux souvent qui ne sont pas tout à fait les mêmes. L'eau à l'interface au sédiment est différente de celle à 1,50 m et souvent on a peu d'informations sur ces 2 premiers mètres. Donc ça va nous permettre de prendre un peu de hauteur. Deuxièmement, c'est un colonisateur, donc on espère qu'il va être colonisé. Donc Batirif a été fait, mais là je laisserai Olivier expliquer mieux que moi, en ciment. Donc c'est un composé qui est inerte, donc on sait que la vie va venir se développer. Alors en combien de temps? Certainement plus lentement qu'en milieu côtier, mais on est presque sûr que la vie va se développer. Et troisièmement, on va utiliser une propriété de la bioluminescence, des organismes bioluminescents, en se mettant face au courant, parce que Batibot a différents capteurs, dont un capteur pour mesurer la vitesse et la direction du courant. En se mettant face au courant, Batibot va voir les organismes qui auront été stimulés mécaniquement en passant au travers de l'infrastructure Batirif. Ok, merci beaucoup. Donc principalement un outil d'observation. Peut-être Olivier, tu peux dire un mot complémentaire sur la structure de Batirif ou sur d'autres aspects? Sur la structure, je vous propose de regarder cette image-là où en fait, comme le disait Christian, l'idée était d'avoir une plateforme un peu surélevée par rapport aux sédiments. Évidemment, quand on est dans des milieux aussi extrêmes que ça, on veut que ça pèse le moins possible. Tout excès de matière est vraiment primordial, et donc il fallait utiliser un minimum d'énergie, un minimum de matière. Donc on s'est inspiré d'une acidie, donc vous voyez là, en haut à gauche de l'image, pour générer une sorte de structure un peu, j'aime bien dire un brocoli, ça fait rire les gens en général, ou de pain parasol, qui permettent d'offrir à la fois une résistance maximale en utilisant un minimum de matière et en permettant aux espèces qui sont suspensivores, donc qui passent avec le courant, d'offrir un maximum de surface d'impact pour qu'elles puissent soit coloniser, ce soit aussi traversant, et que éventuellement qu'elles puissent s'éclairer au contact si jamais elles sont bioluminescentes. Donc ça, c'est sur le récif lui-même. Et sur l'actualité plus récente, je vais laisser Christian te dire ce qui se passe actuellement et comment ça va s'organiser. Après, on essaiera de manipuler le bâti bot, et Clémentine Marie nous expliquera ce qu'elle a fait en plongeant autour. Donc, comme je le disais, en janvier 2022, Batibot et Batirif et d'autres instruments vont être immergés, donc avec le pourquoi pas, un navire océanographique de la flotte océanographique française. Et on a la chance de pouvoir mettre tous ces instruments avec le submersible, le Nautil. Et donc là, vous avez différentes photos qui nous permettent en fait de faire des essais pour la mise à l'eau de Batirif en toute sécurité, de Batibot. Et donc, ces essais qu'on est en train de faire actuellement en piscine, en bassin, dans le bassin de Brégaillon, enfin du site de Brégaillon, Ifremer, CNRS à Détinsu. Et effectivement, on a invité Clémentine à rencontrer Batibot, et en est sorti une petite captation vidéo. Et je laisse la... Comment s'est passée la rencontre, Clémentine, sachant que on vous invite bien volontiers à nous raconter un petit peu ce qui vous intéresse dans ce projet, puisque vous avez ressenti sur cette plongée, et peut-être à nous dire aussi, indépendamment de ce projet, votre
votre amour de la mer et de l'océan et un petit peu ce que vous ressentez quand vous plongez dans ces grandes profondeurs en apnée. La rencontre, elle a forcément été assez incroyable en fait. Enfin, pouvoir rencontrer des petits robots comme des rovers, alors on entend parler de ceux qui vont sur Mars et tout. Et là, finalement, on en voit un qui va aller en profondeur. En apprenant plus sur le projet, moi j'ai trouvé ça dingue. Oui, on connaît, ce qu'on l'a dit plein de fois aujourd'hui, on connaît beaucoup moins les grands fonds qu'on connaît l'espace. Ça va être à côté de nous. Et du coup, moi il y avait la rencontre avec Batibot et aussi avec les participants du projet. Et projet que je trouve absolument génial parce que alors moi j'ai envie de faire rêver, je pense qu'on se retrouve avec Christian là-dessus, on l'a dit, la situation elle est pas terrible et tout. Il y a aussi besoin de faire, au-delà de dire il faut qu'on arrête le changement climatique et tout ça, il y a aussi besoin de faire rêver, et de faire rêver ça peut faire changer les choses, ça peut donner des idées. Et d'où la vidéo, d'où plein de choses dans ce projet qui font rêver. Il y a de la bioluminescence, pour avoir plongé encore cet été, avoir vu du plancton bioluminescent, c'est juste incroyable et merveilleux. Il y a de la technologie hyper avancée, assez technique. Donc, il y a des grands fonds, il y a de l'aventure. Moi, je trouve que c'est un super projet. On pourrait en faire... faudrait que Pixar le prenne et fasse un scénario avec. Moi, je trouve ça incroyable. Non, mais vraiment, je trouve qu'il y a un truc assez génial. En plus, il va y être longtemps. Du coup, on va pouvoir le suivre. Il a, je pense, plein de choses à nous apprendre et à nous raconter. Moi, j'ai hâte que Batibot il soit au fond et d'aller voir régulièrement ce qu'il voit et ce qu'il nous apprend. Et puis voilà, donc il y a eu la rencontre et avec l'idée de faire une vidéo pour justement faire un peu rêver, donner une autre orientation, aller essayer d'intéresser les gens pour qu'ils aient envie d'aller plus loin, d'aller comprendre et d'aller suivre le projet, quoi. Donc on a fait une vidéo durant une date entre Batibot et moi. On l'a cette petite vidéo, on peut peut-être la montrer en même temps. Alors génial parce qu'on sent votre enthousiasme et votre passion. On parlait tout à l'heure avec Jacques Rougerie notamment de la puissance et de la nécessité de l'émerveillement, de la redécouverte permanente. Effectivement, Batibot sera connecté en permanence, donc il y aura de la transmission d'infos. Ce sera un peu notre curiosity sous-marin à nous. Et vous m'expliquez quand on s'était parlé il y a quelque temps que au-delà des séquences de performance, là, quand vous allez chercher la médaille d'or, c'est dans vos séquences d'entraînement, quand vous descendez à 10-15 mètres et que vous posez là, que vous ressentez le plus de choses. Oui, alors une des manières dont moi je m'échauffe avant mes apnées, c'est justement de descendre à 15 mètres et de faire un statique. Et c'est un moment incroyable. Parce que pour moi, c'est un moment de connexion avec la mer. J'ai l'impression, l'expression peut faire rire, mais j'ai l'impression de faire un gros câlin à la mer. Et puis parce que il y a des jours, je vais écouter tous les sons qu'il y a à cet endroit-là. Il y a une forme de chant. Alors, suivant où on est, en plus, il y a des sites de plongée où il va y avoir un peu de récif ou des choses juste à côté qui vont faire une musique qui est différente. Il pourra y avoir des vagues au-dessus. Enfin, il y a plein de bruits. En fait, des fois, on est moins. On est en train de voir, pendant que vous parlez, la bande-annonce du prochain Pixar. Exactement. Peut y avoir plein de cracotis aussi, de sable, de rochers, de choses comme ça. Et au départ, on est juste les premières plongées, on est peut-être un peu angoissé par l'idée de plonger. Au fur et à mesure, on progresse, on se met à écouter la mer et c'est hyper beau. C'est un super beau son. C'est comme les apnéistes, on descend souvent le long d'un câble, ce qui peut paraître ennuyeux, mais c'est pareil. Moi, j'ai appris à regarder les bleus. Quand je plonge à Ajaccio, le bleu, il n'est pas le même que quand je plonge à Nice ou quand je plonge en mer Rouge, quoi. Et ça aussi, c'est une manière de s'émerveiller, pour moi. Et je trouve ça, c'est des moments que je prends. Ça peut paraître simple, mais assez magique, je trouve. Merci beaucoup, c'est très important, c'est même probablement essentiel. Merci beaucoup Clémentine, restez avec nous encore quelques instants et puis ensuite Nicolas nous rejoindra. On essaye de faire la manip en direct live avec le Batibot. Alors il est dans quel bassin exactement ? Il est au bassin sur le site de la Seine-sur-Mer, de site Ifremer de la Seine-sur-Mer. Ok.
Donc j'espère qu'on pourra Ah oui, refaire alors ça. il y a 3 morceaux en fait, parce qu'il y a le socle de transmission de données. Le socle de transmission de données qui connecte BatiBot, parce que BatiBot donc, est tenu par Endless, on ne sait jamais. Il y a aussi une autre prise qui va aller être connectée justement à l'infrastructure que je parlais tout à l'heure, le télescope Chemtranet, et ce qui nous permet d'avoir le direct. Donc là, rien d'exceptionnel, comme je vous le disais tout à l'heure, mais on pourra faire la même chose, j'espère, en février 2022. C'est-à-dire que là, je vais lui demander de tourner légèrement à gauche, et vous allez voir l'image qui se déplace. Alors évidemment, BatiBot, là, vous ne le voyez pas, parce que vous voyez avec ses yeux. J'essaie de vous montrer que c'est vrai, et puis ce que j'essaie de vous montrer, c'est ces petites chenilles. Donc là, il va, comme vous voyez, pas super vite, hein, mais c'est voulu, effectivement. Vous avez vu qu'il s'est arrêté également. Ça, c'est d'un point de vue de sécurité. On a réglé là, par exemple, la durée de l'action que je lui demande, la tournée à droite, ça va durer 13 secondes. Si je perds la connexion, je suis en Wi-Fi là. Si ma connexion Wi-Fi s'arrête, il faut que BatiBot s'arrête. Voilà. Quand ce sera 2500 mètres, en montant sur BatiRif, on ne pourra pas jouer. Pas qu'il tombe de l'estrade. Exactement. Pixar, s'il ne va pas un peu plus vite, ils ne vont pas vouloir. Non, mais on peut faire des dérapages aussi. Mais... Génial, vraiment intéressant de voir comment à la fois une démarche scientifique, technologique, avec de la complémentarité, de compétences, de passion, etc. Tout ça, comment ça peut être mis aux contributions de la recherche et de l'observation, parce que c'est en tirant des enseignements de tout ça qu'on verra comment mieux s'adapter au réchauffement climatique, à l'érosion de la biodiversité, à peut-être de nouveaux projets architecturaux ultra futuristes de rougerie tangramme demain. Merci beaucoup, Clémentine, Marie, merci beaucoup. On va accueillir Nicolas Vernutello pour reconcentrer le tir sur l'architecture. Nicolas, merci de venir avec nous devant ce petit jingle exprès pour toi, comme une véritable montée de scène. Merci beaucoup Nicolas Vernutello, In Situ Architecture, de nous rejoindre. Et d'ailleurs, on va tout de suite parler avec toi, parce que au-delà des projets habituels dont tu nous parles en matière d'architecture bio-inspirée, là tu t'es intéressé particulièrement à ces fameuses sargasses, pour voir comment peut-être faire d'un mal un bien, je ne sais pas, mais en tout cas s'inspirer aussi du vivant pour peut-être en tirer des nouveaux matériaux avec des qualités intéressantes. Donc merci de nous expliquer un petit peu ça, et on poursuivra la conversation ensemble. Merci Alain pour cette invitation. Le projet Sargasse, puisqu'il y a un spécial sur la mer. Je veux juste rappeler que je suis cofondateur avec Teva Vernou, qui est docteur en biologie, d'un bureau d'études spécialisé dans l'innovation en biomimétisme. On travaille sur différents programmes de recherche et aujourd'hui, on a choisi de parler de ce programme de recherche, de ce matériau biocyclé, contraction, biologie, recyclé. Et il s'agit de sargasses, vous en avez certainement tous déjà entendu parler. Les sargasses, c'est une espèce invasive, c'est une algue brune. Et on en a entendu beaucoup parler dans la région des Antilles, des Caraïbes. Elle envahit également toutes les côtes mexicaines, l'Amérique également avec la Floride, ça remonte jusqu'à la Caroline du Nord. Et la sargasse est partout présente dans le monde entier. Donc il y a des zones où elle est complètement invasive, elle pose d'énormes problèmes, mais de façon générale, c'est une algue qui est omniprésente. J'en ai trouvé, j'étais à la Biennale de Venise au mois de mai, et j'en trouvais dans la lagune de Venise, qui n'est pas invasive là, du moins qui ne pose pas de problème sanitaire. Alors, les problèmes sanitaires qu'elle pose, c'est que ce qui est un petit peu paradoxal, c'est que la sargasse forme des radeaux de flottants sur la mer qui, d'un point de vue écologique, sont extrêmement satisfaisants puisque ce sont des petites ruches écologiques dans lesquelles des crevettes vont se développer. C'est également un nid de pondification pour les anguilles. Il y a des poissons qui se développent. Donc quand la sargasse est en mer et qu'elle flotte, elle est extrêmement bénéfique. La sargasse a toujours existé. Il y a une mer des sargasses qui est déjà décrite par Christophe Colomb.
Mais le problème, c'est l'échoua sur les côtes. Et c'est le fait que depuis une dizaine d'années, on a une quantité de sargasses absolument phénoménale. On est en train de parler de dizaines de millions de tonnes de sargasses. Donc ça a été exponentiel par 10 en 10 ans. Et quand ces sargasses... Oui, Alain. Pourquoi elles s'échouent? Alors, c'est la masse, c'est-à-dire qu'il y a tellement de sargasses. Est-ce qu'elles s'échouent plus aujourd'hui qu'avant? Parce qu'il y a plus de quantité, oui. C'est-à-dire qu'avant, on avait des sargasses qui étaient principalement concentrées dans la mer des Sargasses, avec des échouages ponctuels parmi d'autres algues. On trouve toutes sortes d'algues sur les littoraux. Et le fait que ce soit une espèce invasive, elle s'est multipliée, donc je disais multipliée par 10 en 10 ans, et le fait qu'elle arrive maintenant sur les côtes multipliée par 10, elle étouffe complètement, au moment où elle arrive sur les côtes, elle étouffe complètement l'écosystème marin, les tortues ne peuvent plus aller pondre, ça étouffe... Elle coupe l'accès, elle crée de l'obscurité. Exactement. On parle sur des dizaines, vingtaines de mètres au niveau du rivage. Donc c'est extrêmement préoccupant. Et quand elle se dépose sur le rivage, elle se décompose et elle dégage de l'H2S, qui est un gaz sulfuré qui présente une toxicité pour l'homme s'il est inhalé à de hautes doses, évidemment. Okay. Donc super au large, pas terrible sur les côtes. Alors qu'est-ce qu'on fait? Donc il ne faut pas la brûler, par exemple. Il ne faut pas la ramasser pour ensuite la brûler parce que ce sont des formidables puits de carbone. Donc, il faut arriver à trouver des solutions pour la revaloriser. Donc, on a monté ce projet. Je revenais des Antilles françaises et je vois à la une de la Manche, les sargasses sont en Normandie. Comme je le disais, la sargasse n'est pas uniquement un problème antillais. Et on a eu un arrivage en 2019 de plusieurs milliers de tonnes sur la côte normande. Et les plages ont été fermées pendant plusieurs jours. Donc, on s'est posé la question de savoir comment on pouvait recycler cette sargasse pour, avec la valorisation, étant architecte, la valorisation des terres de chantier, qui est aussi un autre problème. Est-ce qu'on regarde quelques diapos pendant que tu parles ? Pardon, mais t'es tellement enthousiaste et j'essaye de maîtriser. Terre d'algues, c'est le nom du projet ? C'est le nom du projet. Alors, je continue à en parler parce que je parlais de matériaux et de la question de la terre, qui est aujourd'hui, on utilise beaucoup le béton dans la construction. Il y a tout un travail sur le recyclage, du moins sur la réutilisation de la terre dans les matériaux de construction. Et on s'est posé la question, comment on allait pouvoir... alors, attends, j'appuie pour passer, c'est ça ? Comment on allait pouvoir... J'aurais aimé peut-être, Alain, passer d'abord la petite vidéo. Je parlais des Nicolas, des Antilles, nous sommes à tes ordres, donc évidemment, on va reprendre l'image plein écran. On est ravis d'être là, content. Merci beaucoup, Rougerie Tangram, de nous accueillir. Merci encore une fois, Emmanuel Dujardin, que je vois ici un peu plus loin sur ma droite. Ah, on est bien ici et voilà la petite vidéo demandée par Nicolas. Il y avait précédemment, elle a été un petit peu coupée parce qu'il y avait la Normandie où on voyait les sargasses qui envahissaient complètement la côte. Et là, on est dans les Antilles. Ouais, ça ressemble à une espèce de boue d'huile qui vient se répandre à la surface du littoral. Et vous imaginez qu'elle tue effectivement tous les écosystèmes. Ça, c'est pris au mois de juillet de cet été. Donc c'est pour vous dire, c'est impressionnant. On a plusieurs centaines de mètres d'échouage. Alors, on a aussi en Normandie de l'algue verte. Il y a eu d'ailleurs un excellent livre qui est sorti récemment, qui fait l'objet d'un reportage sur Arte sur la question de l'algue verte et des énormes problèmes sanitaires que ça pose en France. Mais bon, je ne vais pas revenir là-dessus. Donc, pour continuer sur une proposition, comment de ce désastre sanitaire, on arrive à être optimiste, à faire quelque chose, à monter un projet. Donc, d'un côté, on a ces algues. De l'autre côté, on a de la terre en excès sur des chantiers. On sait qu'on a un problème de matériaux avec un béton qui, d'ici quelques dizaines d'années, sera difficilement gérable en termes de ressources parce que ça fait appel à du sable, c'est très énergivore. Oui. Exactement. Et puis, ça pose d'énormes problèmes sur le pompage du sable. À travers le monde, il y a un véritable rapt du sable avec le béton dans le monde entier. Donc, d'énormes problèmes. Donc, il faut se poser la question de la transformation, de l'utilisation de nouveaux matériaux. La terre revient sur le premier plan et là, dans ces zones qui sont impactées par les sargasses, se pose la question d'un matériau dit
terre d'algues, on l'a appelé, si vous voulez, briques de sargasse. On a commencé à travailler sur ce matériau. Alors voilà, il y a plusieurs partenaires, comme vous le voyez sur la gauche. Il y a un consortium qui est monté avec le CEREMA, qui est le centre d'expertise de l'État en risque technologique. Il y a également Nobatec, qui est un institut de transition énergétique. Et il y a Toxi, qui est une société spécialisée en toxicologie marine. Donc voilà, je passe. L'enjeu global, donc comme je viens de le dire, c'est réduire évidemment l'impact carbone en inventant des matériaux, des écomatériaux, des matériaux géocyclés qui vont permettre de réduire cet impact, parce que le bâtiment, je crois que si on le classe comme un pays, c'est le 5e pays le plus émetteur, le plus nocif en termes de bilan carbone. Donc il y a un enjeu à mettre au point des matériaux qui seraient vertueux sur le plan écologique, mais vous l'avez compris, du coup, avec peu de transformation. Donc sur la question du recyclage des sargasses, il y a des projets qui se sont développés depuis une dizaine d'années pour recycler la sargasse, pour en faire un engrais. Alors on s'est rendu compte qu'on ne pouvait pas l'utiliser pleinement comme un engrais, mais en partie quand même. Il y a de la valorisation pour en faire du papier, pour en faire des chaussures, pour en faire toutes sortes de matériaux qui se déclinent. Mais vous imaginez qu'à travers ces matériaux, il y a de la transformation. Et nous, on a travaillé sur un procédé relativement simple, qui est inspiré d'une tradition séculaire qui s'appelle le torchis, où on mélangeait de la terre avec de la paille, donc terre et fibres, et on a travaillé sur un mélange de sargasse avec de la terre. Alors il y a d'autres liants, puisque ce matériau a été breveté, mais principalement, on va dire, il y a de la sargasse et de la terre. C'est de la compression? Non, c'est pas de la compression. Les derniers essais qu'on a réalisés là au mois d'août, on arrive à 85% de sargasse pour 15% de liant naturel. Donc on est assez content. D'un point de vue thermique, on a des résultats qui sont très satisfaisants, comme vous pouvez le voir sur le tableau. On est 3 fois plus performant qu'une brique de terre classique, et à peu près comparable à ce qu'on appelle du Ciporex, qui est un béton cellulaire alvéolaire qui permet d'avoir une très bonne isolation thermique. Et ça se dégrade pas? Alors voilà, maintenant qu'on a mis au point ce matériau, on a fait une sorte de POC, il va falloir lui faire passer toutes sortes de tests pour vérifier que, alors il y a ce qu'on appelle des chambres de vieillissement accéléré, c'est pour ça que le CEREMA est dans la boucle avec Nobatec également. Il va y avoir des tests de sécurité incendie pour montrer qu'il n'est pas combustible, il va y avoir des tests thermiques, des tests mécaniques pour vérifier, si vous voulez, la bonne résistance de ce matériau. Donc là, c'est ce qu'on est en train d'engager. La très bonne nouvelle, c'est que l'ADEME, c'est un projet qu'on a soumis à l'ADEME en janvier, et l'ADEME nous subventionne à hauteur de 60% sur ce projet. Donc pour donner quelques chiffres, puisque le bio... Des millions. Alors non, pas des millions quand même, mais des centaines de milliers, pour donner quelques chiffres, parce que ça fait du bien aussi de savoir qu'on est sur des budgets où l'État s'engage, l'ADEME s'engage, et nous aussi, acteurs privés, on va mettre sur la table. Donc on est sur un projet d'environ 700 000 €, et on a une subvention à hauteur d'environ 400 000 € pour l'ensemble du consortium. C'est très chouette, et c'est très chouette d'avoir un projet qui est à la fois déjà largement validé, balisé, etc., mais qui doit rester en partie un peu expérimental, scientifique. Bravo Nicolas, merci beaucoup. Je vais demander à nos amis architectes ou concepteurs de bâtiments si ça les inspire. On est étué à travers ce projet sur un projet atypique au niveau mondial. Enfin, c'est une innovation française, ou est-ce qu'il y a des concurrents américains ou asiatiques sur la même approche? Pas beaucoup, étonnamment. On avait entendu parler en parallèle d'un projet au Mexique aussi de développement de matériaux à base de sargasse. Mais à part ce projet dont on a entendu parler, sur lequel on n'a pas identifié de développement particulier, il nous semble qu'on est un peu les seuls à travailler de façon active, j'entends. Oui. Alors après, j'ai employé le mot brique de sargasse, mais brique renvoie à une dimension constructive. Ce n'est pas vrai. Ce sont plutôt des adobes, au sens, c'est
un matériau qui a un fort pouvoir isolant, qui viendrait comme un matériau de remplissage. Et on est les derniers essais qu'on a fait, on est sur des plaques qu'on pourrait mettre par exemple sous couverture pour pouvoir isoler les toitures. C'est pas un matériau support. Oui, c'est pas un matériau support, donc ça ne remplacera pas le béton. Mais si on a des systèmes d'ossature, poteau-poutre en béton, le remplissage peut être fait justement. Et comme tu sais, avec par ailleurs, faire des structures inspirées des formes polygonales qui sont allégées, tu pourrais remplir exactement, ça. Exactement. Ou sur des murs. Alors, Olivier, Christian, je vous laisse réagir. Non, tu parlais de murs à ossature béton. Moi, je pense très directement à des murs à ossature bois, où j'imagine un remplissage, ça viendrait très certainement apporter l'inertie thermique requise et que n'apporte pas le bois. Et il y a un certain nombre de structures qui pourraient aller très très bien au-delà du béton, c'est sûr. Tu as tout à fait raison, Olivier. Pourquoi finalement j'ai parlé du béton? C'est parce que dans les Antilles françaises, on est soumis à des risques sismiques extrêmement importants, des risques cycloniques également. Donc vous avez un peu toutes les couches. Et qu'en termes de structure et de labellisation, on peut utiliser du bois, mais c'est quand même beaucoup plus dur. Aujourd'hui, tous les bureaux d'études, les accréditations sur les bureaux de contrôle vont plus facilement sur du béton. Donc on veut, nous, arriver à démontrer que c'est un matériau de remplissage qu'on va pouvoir utiliser quel que soit le type d'ossature qu'on pourrait utiliser. Et j'imagine, pardon Alain, aussi en métropole, parce que le besoin d'isolation dans les Antilles est certainement moins prégnant qu'ici en métropole ou dans d'autres parties du monde. Oui, et je reviens du coup à la Normandie, puisque vous l'avez compris, ce projet est né entre les Antilles et la Normandie, et avec les sargasses qui sont présentes en Normandie, puisqu'on a le cousin germain de la sargasse fluitans qui s'appelle la sargasse muticum, qui est présente en Normandie, qui a les mêmes propriétés d'un point de vue phytotaxique, nous permet également de développer ce produit sur le territoire métropolitain. Et j'imagine qu'il est absolument hors de question de faire venir les sargasses par bateau pour aller isoler la Norvège. C'est une bonne remarque. Exactement. Ça veut dire aussi, avec cette approche un peu duale, utiliser moins de béton, moins d'autres types de matériaux. C'est ça l'intérêt de... Du coup, on est impact positif, c'est-à-dire qu'on est à carbone positif, puisque la sargasse en fait se développe et capture du CO2, comme le bois a un bilan carbone qui est positif. On a un matériau avec peu de transformation, vous l'avez compris, et qui a un impact, qui a un bilan carbone positif. Peu de transformation positif. Et peu de besoin énergétique pour cette transformation? Pas de besoin énergétique sur cette transformation. Donc après, l'étape d'après, c'est d'identifier un industriel. Donc je profite de l'occasion qui m'est donnée pour pouvoir dire qu'aujourd'hui, la phase d'après, ça va être la recherche d'un industriel, d'un partenaire industriel pour développer ce projet. Et évidemment, quand on passera dans cette phase-là, il y a entrepôt, il y a usine, il y a un procédé de fabrication qui nécessitera des apports évidemment énergétiques, mais qui seront maîtrisés. Guillaume Cède, on reviendra vers vous un peu après, mais une réaction, vous connaissiez, bon, la sargasse, tout le monde connaît, mais vous connaissiez ce projet ou ce type de projet, ça vous inspire? Alors ça m'inspire, oui, clairement. Je ne connaissais absolument pas, je trouve l'idée absolument splendide. Et effectivement, de toute façon, on y travaille à construire de manière décarbonée. Aujourd'hui, 100% des opérations que l'on travaille, on y cherche l'optimisation. Je serais curieux de savoir les résultats des fiches FDES pour ceux qui s'y connaissent un petit peu de ce matériau-là. Mais oui, effectivement, remplacer le béton, c'est l'avenir. Alors ça sera plus compliqué à Marseille, vous l'avez compris, mais comme le disait Olivier, en Normandie, les projets peuvent se faire. Il y aura la matière première, il y a déjà la matière première et il faut savoir la valoriser plutôt que de l'enterrer ou de la brûler, qui est évidemment catastrophique quand on fait ça. Bravo, merci beaucoup Nicolas. Je ne sais pas si on continue avec Guillaume ou si on va aller du côté alors de Julien Dahl et de Seaboost et on revient vers vous Guillaume juste après. Là, pour le coup, je ne suis pas sûr que tu puisses utiliser ça pour faire des récifs artificiels immergés de recolonisation, puisque c'est un peu le fer de lance de Seaboost. Mais on ne va pas uniquement parler de ça cette fois-ci, pour varier un peu les plaisirs, parce que tu nous as proposé d'apporter un éclairage différent et complémentaire par rapport à ce que vous faites d'habitude sur justement la façon dont on peut aussi s'inspirer de certains organismes vivants pour voir comment protéger des zones littorales et notamment des effets de la houle.
Oui, exactement. Merci pour l'invitation, je suis ravi d'être là. Alors, effectivement, à ce stade, c'est un peu ambitieux d'utiliser ce matériau sous l'eau, même si on se pose la question de comment réutiliser des matériaux dans l'eau ou des pollutions aquatiques pour la construction de solutions. Et le chemin est long encore. Mais aujourd'hui, en fait, dans la thématique architecture, ville, et à Marseille, qui plus est sur une ville côtière, on pense nécessairement à l'interface terre-mer. Et qui dit interface terre-mer dit comment on arrive aujourd'hui à protéger une urbanisation, des aménagements, des risques climatiques, qui plus est dans le contexte dans lequel on est, auxquels ces villes côtières sont exposées. Et quand on se pose cette question, la première réponse qui vient en tête, c'est bon, on fait appel à des ingénieurs et on construit. Et on construit des murs, en fait, on construit des digues, des brise-lames, des épis. Et le truc auquel on pense pas, qui est pas du tout intuitif, c'est qu'il y a un ingénieur qui a aussi pensé, qui a fait des tas de trucs et qui marche en fait vachement bien, c'est la nature. Et aujourd'hui, il y a tout un tas d'écosystèmes qui existent, qui sont des écosystèmes clés de voûte, qui sont absolument structurants pour le bien-être et le fonctionnement des milieux marins. C'est les coraux, c'est les mangroves, c'est les herbiers, c'est les récifs de bivalves. C'est tous ces écosystèmes-là qui en fait ont des performances de dissipation énergétique de la houle et des courants qui sont absolument fantastiques. J'ai fait quelques diapos pour expliquer ça sur la base d'un herbier. Donc là, on a un schéma d'herbier. C'est des schémas qui sont extraits de la thèse de Mathis Cogna. Merci Mathis, je te fais un emprunt. Donc voilà. Donc en fait, qu'est-ce qui se passe? Quand on a une houle qui arrive sur un herbier, on a un fond qui est un peu plus rugueux et qui va freiner le courant en bas et le courant va s'accélérer au-dessus. Il y a une conservation de l'énergie, mais il va ralentir au fond. À partir de là, on modifie la turbulence. La turbulence s'accroît au sein de l'herbier et ça va favoriser en fait une modification de ce qu'on appelle le mélange vertical. C'est-à-dire qu'on va avoir des particules qui sont homogénément réparties avant l'herbier et on va avoir les particules les plus lourdes du fait de la modification de la turbulence qui vont tomber et qui vont s'installer au sein de l'herbier. Ça, c'est une protection contre l'érosion, puisqu'on élève la hauteur du sol, et on voit bien quand on va tous à la mer que quand la pente augmente, la vague déferle, et quand la vague déferle, elle érode moins, elle vient moins capter le sable sur le littoral. Donc on augmente par ce biais le dépôt sédimentaire, on modifie le lit sédimentaire, c'est à peu près la même idée. Et ce qui est hyper intéressant, c'est que du coup, on atténue la houle, et donc on atténue la contrainte qui est exercée sur le littoral. Et ça, c'est clé, parce qu'aujourd'hui, ces écosystèmes, ils fonctionnent bien. La mangrove, sur quelques dizaines de mètres, on atténue 60% de l'énergie de la houle. Les coraux, une barrière corallienne frangeante, c'est 80% de l'énergie incidente qui est dissipée. On le voit bien d'ailleurs, on le voit très bien sur les vues aériennes, sur des récifs coralliens. On voit bien la houle et l'écume jusqu'au récif corallien et ensuite effectivement la mer apaisée derrière. Tout à fait. Et d'ailleurs, on construit pas derrière. On s'en rend même plus compte. Mais en fait, ils nous rendent ce qu'on appelle un service écosystémique. Ce service, on l'exploite, c'est gratuit. Et derrière, on n'a pas besoin de construire de défense. Donc la question qu'on s'est posée, je reviens en arrière, c'est comment on fait pour répondre à cet enjeu de protection littorale en s'inspirant, en se fondant sur la nature. On peut prendre, et du coup on a pris par exemple là l'exemple des mangroves. Le principe est assez simple, c'est de se dire plutôt que de construire un mur opaque, immuable, on va essayer de trouver quelque chose de différent qui va s'inspirer de ces écosystèmes qui donc jouent ce rôle. Une digue, c'est quelque chose qui coûte cher, c'est quelque chose qui est compliqué à mettre en œuvre, c'est quelque chose qui est immuable dans le temps. Quand le niveau de l'eau monte, la digue ne monte pas. C'est quelque chose qui nécessite de l'entretien. Donc c'est un certain nombre d'inconvénients, d'avantages aussi. C'est quelque chose qui est complètement opaque au flux. Là, le parti pris, c'est de se dire comment on arrive à faire en fait un ouvrage qui est transparent. Et au lieu d'avoir une vague qui va arriver et qui va se réfléchir contre un mur, on va avoir une vague qui va traverser un ouvrage et dont l'énergie va se dissiper par frottement avec ce qu'on appelle la tortuosité du trajet et avec des phénomènes de convergence et de divergence de fluide, on arrive à développer, à dissiper plusieurs dizaines de pourcents de l'énergie incidente et donc sur un site à rééquilibrer le solde sédimentaire, donc à faire en sorte qu'il soit moins érodé et qu'il y ait un peu plus d'accrétion.
Donc on s'est inspiré de la structure géométrique des racines de palétuvier. On a fait plusieurs centaines de modélisations virtuelles dans des installations en canal à houle avec des Excuse-moi Julien, est-ce que ce sont aussi des espaces qui peuvent et qui vont se prêter à de la recolonisation en biodiversité ? Tout à fait. Tout à fait. C'est en fait l'idée première, c'est de déployer ce type de dispositif, notamment dans des zones tropicales et subtropicales, parce que ça fait croire à la mangrove qu'il y a de la mangrove en fait. C'est-à-dire que quand la mangrove est détruite, il y a un phénomène d'érosion qui se passe, les conditions changent et elle ne peut pas revenir. Quand on fait ça, on déploie devant la mangrove quelque chose qui mime ses effets sur l'écosystème. Et par conséquent, on va créer derrière des conditions pour la recolonisation spontanée de la mangrove, pour que la mangrove supporte tous les bénéfices qu'elle nous procure habituellement, et de manière à ce que ces objets deviennent peu à peu obsolètes, parce que la mangrove naturelle, revenue et saine s'y est substituée progressivement. Une sorte de voisinage naturel qui revient. Oui, tout à fait. C'est vraiment par connectivité écologique que peu à peu, la mangrove, qui est un écosystème extrêmement productif, se réinstalle. Et ces objets, on s'est posé tout un tas de questions sur la densité racinaire, l'épaisseur des racines, leur orientation, leur rugosité, leur hauteur, etc. pour arriver en fait au meilleur compromis qu'on a trouvé entre faisabilité technique, coût et performance étayée par un certain nombre de modèles. Et donc ce que j'évoquais un peu plus tôt, c'est ce qu'on voit là. Dans le cadre d'une mangrove, on peut avoir une mangrove donc, qui est saine, c'est un peu petit, mais qui est saine à gauche, qui fait l'objet d'une dégradation, c'est la deuxième image. Ça donne lieu à une érosion qui ne permet plus à la mangrove, du fait des conditions qui ont été altérées, de revenir. Et en déployant ce type de dispositif, on a la possibilité de catalyser le retour de la mangrove. Dans l'espace de temps intermédiaire, on a un dispositif qui supporte des fonctionnalités écologiques, d'habitat, de nurserie, qui peut être exploité par des acteurs littoraux, comme ça peut être des points d'ancrage pour de l'aquaculture, ça peut être pour de la pêche, ça peut être pour faire de la science, de l'éducation, de la formation. Ça supporte des filières parce que c'est fait avec des matériaux qui sont localement sourcés. Et du coup, on arrive à restaurer un écosystème qui est hyper important sur le plan écosystémique, mais également sur le plan socio-économique. Et c'est vraiment le paradigme dans lequel on s'inscrit avec ce type de projet. Bon, vraiment intéressant. Effectivement, c'est un phénomène d'une certaine manière, qu'on connaît tous par cœur. Je veux dire, on sait qu'on peut atténuer l'effet d'une vague, d'une houle, en disposant d'un certain nombre d'objets, entre guillemets, de ce type-là. Quel est l'accueil de ce projet ? Parce que l'idée paraît évidente, donc puissante, par son évidence. Quels sont les avantages, les inconvénients techniques, industriels qu'en pensent les urbanistes, les aménageurs, je ne sais pas, mais pourquoi est-ce qu'on n'a pas plein de zones côtières réaménagées en mangroves artificielles ? Alors, la première raison, c'est parce que c'est nouveau. Donc c'est de facto il faut le temps que ça se développe. On est en train d'installer un pilote à Agde avec la ville d'Agde qui est extrêmement motrice et qui est au soutien de toutes ces innovations et ces démarches au service et par la nature, et je les en remercie parce que c'est vraiment formidable. Aujourd'hui, un des principaux freins en fait, c'est celui de l'habitude et de l'usage, qui fait que n'ayant pas une dizaine de projets qui permettent de démontrer la durée de vie et la performance de ces systèmes in situ, malgré toutes les modélisations qu'on peut avoir, on a toujours des acteurs et des donneurs d'ordre qui peuvent être un peu frileux à mettre le pied à l'étrier à des innovations par manque de preuves, et parce qu'on sait que construire une digue de 500 mètres, ça marche et que ça a été déjà éprouvé. Nicolas, sur des approches innovantes ? Oui, moi j'ai une question sur la matérialité de ces mises en œuvre. C'est-à-dire, c'est fait avec quel matériau cette solution ? Ça dépend de où on se trouve. En fait, ça a été une grosse question qu'on a eue dans le cadre de la conception de ces solutions, parce qu'on veut les rendre accessibles à des sites où technologiquement et logistiquement, il y a peu de moyens. Donc en fait, on peut le faire avec des bétons ultra performance, des bois rares et compagnie, pour avoir quelque chose qui va avoir la durée de vie d'un ouvrage de génie civil, c'est-à-dire des engagements sur 30, 40, 50 ans en mer, ou on peut le faire dans des sites qui sont plus dépourvus en termes de moyens de production, avec du mortier rudimentaire, du bambou, des pieux battus avec des bois de construction locaux, de manière à avoir quelque chose qui est accessible. On n'est pas là pour faire tout, on est là pour accompagner et faire faire. L'idée, c'est vraiment que des collectivités locales soient capables de s'approprier ça pour en assurer derrière
la maintenance et l'exploitation parce que ça crée de la valeur locale. Donc ça veut dire que finalement, dans le modèle biologique, c'est la morphologie, c'est cette forme qui a la particularité d'arriver à casser la houle, et peu importe la matérialité, après vous vous adaptez aux ressources un peu locales pour pouvoir développer le projet. Oui, et ça c'est en fait un modèle qu'on met au point qui nous permet de définir précisément la place de chacun des objets et la porosité unitaire de chacun des objets aussi, et qu'on applique ensuite sur le site sur lequel on s'installe. Bravo. Merci beaucoup Julien pour cette information qui paraît intéressante. On reviendra vers, enfin qui est intéressante, c'est évident. On reviendra vers Olivier Boquet tout à l'heure sur une autre approche pour voir comment faire autrement sur des bouées d'amarrage. On en a parlé un peu tout à l'heure des herbiers de Posidonie. On y arrive dans une seconde. Je voudrais que Guillaume Sed nous parle d'un projet à Marseille. En particulier, on l'a évoqué sur plusieurs tables rondes, cette idée de reconnexion, cette idée de retour de nature en ville. Là aussi, c'est quelque chose qui est très omniprésent dans tous les débats, toutes les discussions qu'on a en matière d'architecture, d'urbanisme, de ville de demain, etc. Et il se trouve qu'il y a un projet intéressant qui va naître, qui n'est pas encore complètement sorti de terre, qui s'appelle Seconde Nature à Marseille. Donc merci de nous parler un petit peu de ce projet au nom de OGIC. Bien sûr. Déjà, simplement pour parler 2 petites secondes d'OGIC. OGIC, on a l'immense chance de ne pas être tenu par les marchés financiers. On a un promoteur parfaitement indépendant, ce qui nous permet de donner le temps au temps, le juste temps aux opérations de promotion pour que la gestation soit bonne, qu'on puisse y réfléchir. C'est un groupe qui totalise environ 270 personnes en France, avec 7 agences environ. La particularité de ce groupe, c'est qu'elle a rédigé assez tôt sa raison d'être. C'est vraiment un groupe qui est très attaché à l'empreinte environnementale, à l'architecture des projets, et qui replace l'homme et la nature au cœur des villes. On assume pleinement nos projets, on en est fiers. On cherche à réaliser, à développer des espaces de vie durables, agiles, avec une forme de flexibilité pour éviter d'avoir à construire puis démolir pour reconstruire ensuite. Voir dans quelle mesure est-ce qu'on arrive à, je vous dis, faire évoluer nos opérations quand le besoin se présente. Donc on a rédigé en 2020, ça a été une année charnière parce qu'on a publié notre raison d'être. OGIC, c'est d'abord une marque, une nouvelle nature de ville. C'est la marque d'OGIC. On souhaite construire des villes qui sont plus vertes, plus économes en ressources, plus belles et plus solidaires. Et effectivement, c'est bien beau, les belles phrases. Non, mais c'est bien, c'est un bon commencement. Les jolis discours. C'est un bon commencement. C'est mieux de partir de ça que d'autres choses. J'en ai rien à faire de tout ça. C'est super. On est tous à fond derrière toutes ces belles valeurs OGIC. Et Seconde Nature, donc à Marseille, comment ça peut concrétiser ces belles valeurs institutionnelles? Alors, OGIC, en l'occurrence, Seconde Nature. Seconde Nature, c'est une opération qui est assise sur un parc de 3 hectares. Donc c'est assez rare, surtout dans Marseille, cette ville qui est quand même relativement dense. La particularité de cette opération, c'est que en réalité, c'est une reconversion, la reconversion d'une clinique. C'est l'ancien site de soins hospitaliers de la clinique Résidence du Parc qui a été désaffecté en 2020. L'immense chance que l'on a, c'est qu'on a pu renaturer ce site en un lieu de vie, d'échange et de bien-être. On a été, je salue d'ailleurs le travail de MAP et d'architectes singuliers qui ont imaginé donc cette opération Seconde Nature. Seconde Nature, comme son nom l'indique, en réalité, c'est une nouvelle vie pour ce foncier qui est devenu une friche en 2020 parce que désaffecté. On a la particularité de ce site, c'est qu'il était quand même assez sévèrement bâti et le foncier, ce fameux parc de 3 hectares, a été largement imperméabilisé. Et de par notre intervention, on a réussi à améliorer de manière très significative
cette imperméabilisation, puisqu'on a divisé quasi par deux l'imperméabilisation. C'est-à-dire le couvert quasiment Oui. divisé par deux pour recréer de la pénétration verticale, cycle de l'eau, etc. Exactement. C'était à la fois l'emprise des bâtis, mais c'était également les voies d'accès à ces bâtiments et puis l'ensemble de ces parkings, des parkings extérieurs qui finalement entachaient quand même assez sévèrement le parc. Donc cette opération, la particularité déjà, c'est que c'est un vrai parcours résidentiel. On y trouve tout type de logement, du logement social au logement libre, en passant par le logement intermédiaire, etc., etc. Mais le vrai sujet, ça a été de comment est-ce qu'on pouvait réexploiter ce parc. On s'est fait tout de suite accompagner par un bureau d'études spécialisé, un écologue qui est venu auditer le parc, comprendre un peu où est-ce qu'il en était, cibler les arbres morts, ceux qui étaient en passe de l'être, et puis voir comment est-ce qu'on pouvait l'agrémenter. Là, le bilan biodiversité sera positif, a priori, si on part d'une friche totalement désaffectée, probablement appauvrie en biodiversité. Exactement. Exactement. On a complété d'ailleurs les beaux sujets qui étaient présents sur le site avec la plantation de 198 arbres en complément. Voilà, on en est assez fiers. Donc un parcours de santé au sein de cette opération, avec des jeux d'enfants, avec des équipements sportifs. On l'a voulu résolument perméable, cette opération. Elle est ouverte en fait aux habitants du quartier. Pour en revenir à l'écologue. Ouverte, c'est-à-dire dans la conception, il y a une espèce Oui. d'appel à idées sur le projet, c'est ça? Non, c'est plus dans son affectation à terme, dans son utilité. En réalité, le parc restera ouvert aux habitants du quartier. Tout le monde pourra en bénéficier, pourra se balader, découvrir les essences. Il y a un parcours initiatique avec l'affichage des essences justement choisies par le cabinet Oasis, donc le BET qui nous a accompagnés, et leur plancher, notre paysagiste. La particularité aussi de cette opération, c'est que l'on avait donc effectivement 20 000 m² de bâti que l'on devait démolir, et on a décidé de non pas les démolir mais de les déconstruire. Et la différence est extrêmement importante parce qu'en réalité, un audit a été réalisé. On a identifié sur cette opération tout ce qui pouvait être remployé, de manière à ne pas détruire bêtement, sans réflexion. Donc, bon nombre des matériaux ont été mis à disposition ou vendus ou mis à disposition. Et ça, c'est quelque chose qu'il va falloir répéter. Il faut arrêter de travailler, de construire et de démolir de manière archaïque comme on l'a fait depuis quelques années. C'est-à-dire ça a été une sorte de marché aux matériaux aussi, ce chantier. Exactement. C'est exactement ça marche, ça, parce que pardon, question tout à fait directe et peut-être idiote, j'en sais rien, mais est-ce qu'il n'y a pas trop de travail à faire sur des matériaux qui viennent de chantiers de déconstruction? Quelle est la valeur de ce matériau compte tenu du travail supplémentaire qu'il faut faire pour le réutiliser? Alors évidemment que les prix sont bradés, mais on trouve preneur. On trouve preneur. En réalité, l'équilibre économique se fait difficilement, mais on pense que c'est de notre investissement, que c'est franchement nécessaire. Ensuite, là-dessus, du coup, je rejoins votre projet, puisque dans le label Biodiversity que l'on s'apprête à obtenir, eh bien, on a créé des hôtels à insectes. Donc, ça rejoint un petit peu votre projet. C'est pas sous la mer, mais sur la mer.
avec les boîtes de décomposition qui étaient présentes sur le site. On crée plein de choses, des cheminements pour la faune. On crée des nichoirs à oiseaux qu'on installe dans les façades. Plein de choses de manière à développer la biodiversité qui est, je crois, le maître mot de notre... Absolument, ah, c'est chouette, merci beaucoup pour ce projet. La dimension déshermétisation et débitumisation, ça c'est une dimension importante. Comment recréer des sponge cities, recréer du cycle local et vertical de l'eau, utiliser moins de ressources et de matériaux gris. La végétalisation, et vous avez parlé d'écologues, on était avec une écologue tout à l'heure avec Séché Environnement. Je crois maintenant que c'est évidemment fréquent d'intégrer des écologues dans les projets architecturaux. Olivier, en matière de renaturation, de redéveloppement de biodiversité, ou en tout cas de capacité à moins impacter la biodiversité. Là, on est en ville sur ce projet, mais peut-être en le voyant moins, les bateaux, en s'ancrant, arrachent pas mal d'herbiers de Posidonie. C'est un petit peu embêtant parce qu'on détruit des zones d'habitat de biodiversité. Et je crois que tu travailles sur un projet un peu en mutation, en réflexion, pour voir comment développer des systèmes d'ancrage qui soient davantage respectueux de ces herbiers de Posidonie. Absolument. Peut-être si on peut me faire passer la petite zapette. J'ai une image et une seule à vous montrer. Les herbiers de Posidonie, je ne vais pas faire un long cours là-dessus, je ne suis pas un spécialiste, mais je crois qu'au mètre carré, c'est équivalent ou supérieur à un mètre carré de forêt amazonienne en termes de captage de CO2. Mais ce n'est pas uniquement ça, c'est aussi des fonctions écologiques. Il y a des habitats, des frayères. Christian, tu connais bien, si j'oublie des évidences, tu peux me dire, mais c'est énormément de services. C'est quelque chose d'extrêmement précieux. C'est une herbe qui est endémique de la Méditerranée, qui a d'abord poussé sur Terre, qui était sur Terre, et quand la Méditerranée est arrivée, s'est retrouvée sous l'eau, s'est adaptée, et donc a une existante, je donnerai pas de date, mais très ancienne. C'est une plante qui fleurit d'ailleurs. Fait des petites fleurs jaunes. Et donc il s'avère que des bateaux de plaisance, petite et grande plaisance. Non, Julien disait qui fleurit tous les 3 ans. Qui fleurit tous les 3 ans, mais qui fleurit. Génial. Ouais. Et donc les côtes méditerranéennes étant très belles, elles sont très fréquentées par les plaisanciers, petits et grands, qui jettent leur ancre dans ces herbiers et qui les arrachent. Et elles ont une autre particularité, c'est qu'elles poussent très très lentement. Donc à chaque fois qu'on en arrache un peu, ce sont des bouffées d'oxygène qu'on se retire. Donc il existe des solutions, les mouillages écologiques qui existent depuis un certain temps, ils sont assez récents, et qui consistent à un système simple, à savoir de mettre une bouée de subsurface, donc entre deux eaux, qui va permettre d'établir un phénomène d'amorti, de sorte que la chaîne, ou mieux le textile qui est relié à une bouée d'amarrage en surface, puisse se faire sans raguer les fonds, donc en protégeant les herbiers de Posidonie. Et donc en fait l'idée très simple de ce projet, c'est de remplacer la bouée de subsurface qui est en plastique moussé et donc qui est monofonctionnelle par un habitat, donc une ruche non pas à insectes mais à poissons, et qui permettent. Ça ressemble un peu à une ruche d'ailleurs. Mais ça ressemble à une ruche, ouais. Mais pourquoi ça ressemble à une ruche? Parce que ce qu'on souhaite maximiser, c'est la quantité d'habitat dans un minimum de volume. C'est-à-dire maximiser la surface colonisable dans un volume qui est le plus restreint possible. Donc c'est pour ça. Alors la forme de goutte est un peu liée à la bulle d'air qui se trouvera à l'intérieur, parce que l'idée est qu'elle soit flottante entre deux eaux. Et donc ensuite, comment arriver à maximiser le nombre d'habitats autour de cette forme de goutte. Vous voyez ces espèces de champignons, on va dire, de vortex d'hyperboloïdes qui viennent coloniser toute cette surface. Il faudra le mettre dans le scénario du Pixar Batibot. Hein. Si, je pense qu'ils vont partir de la surface, donc ils vont peut-être passer par là avant d'aller au fond de la Méditerranée. Après, on passe par Biolume Reef, on arrive sur le Batirif. Et effectivement, et puis il y en avait un autre dont on n'a pas parlé, qui s'appelle Biolume Lab, qui est encore à 500 mètres de profondeur dans le canyon. C'est quoi le Biolume Lab ? C'est un projet qu'on avait fait dans le cadre de la thèse de Lisa sur la bioluminescence.
Et j'aime tellement les scientifiques que j'avais proposé de les enfermer dans une sphère à 500 mètres de profondeur pour étudier. On parlait à Jacques, ça, il va adorer. Ouais, mais il est au courant, Et c'était pour étudier les bouts rouges qui ont été rejetés pendant longtemps sur le canyon de la Cassidagne. Autre enjeu, parce qu'on parle en général souvent des enjeux qui soient au fond de la mer, qui soient sur le littoral, à différentes hauteurs dans la colonne d'eau, et aussi évidemment en ville à Nicolas et sur pour terre. les bouts rouges, là, si on peut faire quelque chose. Ouais, mais je crois qu'il y a différentes personnes qui s'intéressent au sujet. Et du coup, Nicolas, petit appel à toi. Si tu arrives à transformer les sargasses en matériaux structurels, constructifs, etc. Ah, merci. Le petit prototype. Merci Théo. Qu'on a imprimé ici. Bien vu Théo. On pourrait imprimer de la sargasse en 3D, parce que une autre dimension de ce projet, c'est qu'on le propose imprimer en 3D, donc en béton. Je sais que ça remporte pas, ça coche pas absolument toutes les cases, mais ça a le mérite d'être un minéral, donc colonisable, et ça a surtout en fabrication additive le mérite de pouvoir réaliser des formes complexes qui plaisent beaucoup aux vivants. Donc on est sur ça à l'heure actuelle. Avec plaisir, Olivier, on va pouvoir y travailler. Je trouve que c'est un projet qui est magnifique. J'ai entendu parler pendant une table ronde précédente d'un devenir potentiel mérien. Je ne suis pas sûr que ce soit vraiment un futur vraiment envisageable, mais quand je vois ces structures au fond de l'océan, au contraire, là j'envie les poissons comme habitat, comme on parlait de ruches, d'hôtels à insectes, d'hôtels à poissons. Et ces structures sont particulièrement belles. Mais l'intelligence, je trouve, de cette structure, c'est qu'elle a une échelle qui permet de recicatriser un fond océan, à ne pas confondre avec un hôtel à humains qui serait au fond des mers et dans lequel on pourrait vivre. Ouais, on est d'accord, ça s'inscrit complètement dans le registre de la restauration écologique. Donc on travaille de très près avec des spécialistes de la restauration écologique, avec des scientifiques et avec des experts de l'eau, qui nous aident d'ailleurs beaucoup à faire pivoter l'idée, à l'affiner pour que ça prenne vraiment du sens. Et on se réjouira uniquement quand on aura, réussi à le faire, ce qui n'est pas encore tout à fait le cas, 2, quand on l'aura immergé, et 3, surtout quand on aura eu un retour scientifique sur 1, 2, 3, X années pour valider l'expérience, parce qu'à ce jour, ça reste une idée. On va rester là-dessus sur les 3-4 dernières minutes pour que Julien, tu complètes un peu sur ces approches d'habitat artificiel, régénératif, partout où on recrée les conditions favorables à la vie. Oui, effectivement. Enfin, ce projet, il est hyper intéressant. Il faut savoir qu'au-delà de la cinétique très lente de la posidonie, de ses bénéfices incroyables, c'est aussi une espèce qui est protégée. Espèce protégée, ça veut dire qu'on ne peut pas la manipuler vivante ou morte. Donc ça veut dire que quand on détruit de la posidonie, aujourd'hui, personne n'a le droit, sauf dérogation extraordinaire, d'en prendre pour en replanter, de collecter les graines pour en ensemencer. C'est pas possible. C'est très compliqué. C'est pour ça que éviter de détruire et trouver des solutions d'ancrage adaptées, c'est hyper intéressant. Et là-dessus, enfin moi, ça m'intéresserait vraiment de collaborer là-dessus, parce que nous, on travaille aussi sur ce sujet, mais plus bas. On a immergé je dirais mars ou avril, un coffre de mouillage pour unité de grande plaisance qui est éco-conçu. Donc c'est-à-dire qu'au lieu de travailler sur le flotteur, on a travaillé sur le coffre pour que le coffre, à l'image de ce flotteur, c'est à Sanary, soit capable d'accueillir et de développer la vie, avec notamment des procédés de fabrication additive, etc. Donc après, à lier comme ça toutes les bonnes énergies, entre guillemets, et être capable de travailler, qui sur la chaîne, qui sur le coffre, qui sur le flotteur, qui aussi sur les bateaux, parce que c'est quand même pour eux que c'est là, finalement, c'est peut-être là aussi un moyen de faire du 1+1 égale 3 sur la biodiversité, sans forcément de compromis sur l'usage. Génial. Écoutez, merci beaucoup. Il est 16h42. On va clôturer ici. Si quelqu'un veut rajouter un dernier mot, c'est maintenant ou jamais. Nicolas ? Oui, moi je veux rajouter un dernier mot. J'en profite. On est tous là, représentants de la profession immobilier. Et je me disais, mais finalement, dans ces projets qu'on voit, pour aller vraiment de l'avant, pour que l'architecte arrive à intégrer
de l'innovation de rupture, puisque là, les projets qui ont été montrés, c'est des projets d'innovation de rupture, dans des projets de maîtrise d'œuvre tels que vous avez pu le montrer. Comment est-ce que vous, en tant que promoteur, vous pourriez arriver à intégrer ce modèle-là, à aller plus en avant? C'est un peu, si vous voulez, pour moi, les opérations encore aujourd'hui de bâtiments, hein, malheureusement, mais c'est comme une encre jetée au fond de l'eau dans laquelle on va déchirer la terre. Et évidemment, on a des petites solutions cicatrisantes, mais aujourd'hui, on a besoin, pour arriver vraiment à aller de l'avant, d'intégrer de l'innovation de rupture dans le bâtiment. Donc, est-ce que vous pourriez le faire? Est-ce que vos confrères pourraient le faire? Comment vous sentez les choses? Le faire, évidemment, on pourrait le faire. Il nous faut le produit pour le faire, mais on est clairement dans l'attente. Trouvez-nous le produit, je vous promets qu'on l'utilisera. Il va falloir faire chacun un petit peu un bout de chemin pour qu'on avance. Mais en tout cas, merci Nicolas pour ce rappel et cet appel au changement d'échelle. Au changement d'échelle, au changement de dimension, parce qu'il y a plein effectivement d'innovations, de ruptures innovantes, positives en matière d'impact. On a véritablement, comme l'a rappelé Bruno David tout à l'heure, président du muséum, besoin d'accélérer. Parce que le temps presse et le temps va trop vite en matière de destruction de biodiversité. Il faut redonner du temps à la vie, à la biodiversité et réaccélérer et démultiplier des projets que vous portez vous-même. Donc voilà, on va terminer cette journée sur cette invitation positive à l'accélération et à la démultiplication en essayant de nous reproduire plus vite que les herbiers de Posidonie. Merci beaucoup pour cette belle et grande journée d'émission spéciale ici dans la cour jardin de Rougerie-Tangram en marge du Congrès mondial de la nature de l'UICN. Merci pour cette dernière table ronde et pour cette journée d'émission, pour cette édition spéciale Biomime Expo Marseille, du Biomime Expo Tour 21, parce que après, c'est pas fini. D'abord, entre nous, on est quelques-uns à avoir une jolie soirée en perspective, là, à la Casa de Lose. Ensuite, mercredi, jeudi, vendredi, nous avons 4 excursions apprenantes. Il y a encore quelques places, profitez-en. Demain, on part dans les Calanques avec un guide naturaliste. On ira visiter la ferme Écocéan, la ferme d'élevage qui est sur le grand port maritime de Marseille, un peu plus loin. Ça sera vendredi après-midi. On avait Jean-Marc Linares tout à l'heure. Génial, jeudi après-midi, profitez-en. Franchement, c'est assez exceptionnel. On va aller à l'Institut des sciences du mouvement, ce labo de recherche en biorobotique à Lumini. Exceptionnel, voire notamment ce que fait Stéphane Violet sur alors un autre robot qui s'appelle le Handbot, qui est inspiré, lui, de la fourmi Cataglyphis fortis du désert et qui est un système de géolocalisation sans GPS, sans transmission de données satellites. Je vous raconte pas la cataglyphis, mais elle est absolument géniale pour retrouver son chemin. Ça a inspiré Stéphane Violet. Christian, ne surenchéris pas s'il te plaît, mais je pense que tu connais la bestiole. Et il y a des organismes marins et terrestres qui sont follement inspirants. Et ensuite, surtout, 19 octobre, le grand rassemblement à Paris. Pardon, mais on a été très heureux d'être à Marseille. On se retrouve à la Cité des Sciences et de l'Industrie, la Villette, pour le grand rassemblement Biomime Expo 2021. Et on bouclera ce Tour 21 le 9 novembre dans les grands salons de réception magnifiques de l'Hôtel de Ville de Paris. Et ce sera un bel endroit pour reparler de notre habitat d'espèces et pour voir comment notre habitat d'espèces peut être réinvitant de biodiversité pour elle-même et pour nous-mêmes. Voilà, j'ai terminé. Merci beaucoup. Clap de fin et à très bientôt.